Donc je continue. Voilà, comme je parle du coup d'une désubjectivation, enfin d'une déconstruction, je pourrais dire aussi que mon travail s'inscrit dans une forme de déconstruction de la subjectivité, ou en tout cas une désubjectivation. Ça veut dire qu'il y a un chemin possible. Jean-Baptiste Farkas parle d'un art de la négation. Donc c'est un petit peu ça, je fais un peu un art de la négation. Donc d'un côté, je m'intéresse quelque part au processus de production de la subjectivité. C'est-à-dire que l'art est un processus de production de la subjectivité, au sens foucaldien du terme. Ça veut dire que on est produit par le langage, par une musique, si j'écoute une musique, je vais penser avec cette musique, et donc voilà. Mais il semble aussi qu'il puisse exister des procédures, des processus un petit peu étranges, un peu paradoxaux si on veut, qui permettent de se désubjectiver. Ça veut dire de revenir à l'état d'avant. Alors c'est pas tellement un état d'avant, c'est plutôt une manière pour moi quelque part de prendre une forme de recul. C'est plutôt une forme de réflexivité qui apparaît. On peut peut-être boucler quelque part le système de subjectivation pour agir sur lui. Donc c'est plutôt quelque part, c'est cette idée du dehors, hein, c'est-à-dire que on peut plutôt quelque part faire un tour, accéder à d'autres langages de manière potentielle, etc. Enfin, c'est atteindre un point à partir duquel, parce que c'est pas tellement une subjectivation, enfin, il y a en effet l'idée qu'on est produit comme sujet, mais c'est plutôt quelque part, voilà, être dans une sorte de soustraction de la subjectivation, mais cette soustraction n'amène pas à du vide, elle amène à un espace inconnu. C'est-à-dire c'est une sorte de subjectivation inconnue. Si on va vers un espace qu'on ne connaît pas, qui va nous apporter un mode de subjectivation un petit peu inconnu, qui va nous permettre de penser depuis une position extérieure ce qui se passe. C'est comme si on prenait du recul, quoi. On prend du recul et on regarde depuis un point de vue nouveau. Bon. Donc c'est pas forcément une désubjectivation au sens où on va être dans du vide, quoique ça peut être le cas, le vide c'est aussi intéressant. Mais, enfin bon, bref, c'est ce truc-là. En tout cas, c'est la question, c'est que ça serait quoi une désubjectivation? On peut dire aussi une désidentification. Hein, parce que voilà, c'est-à-dire que l'identité semble être quelque part, hein, là c'est encore plus clair, quelque chose qui vient un peu d'en haut, qui vient de l'État, qui vient de l'économie ou du groupe social, qui nous identifie. Quand on se désidentifie, on sort de cette identité. Qu'est-ce que c'est cette identification? Est-ce qu'on peut se désidentifier d'un travail? Bah oui, oui. Est-ce qu'on peut se désidentifier d'un genre? Hein, la grève semble être une forme de désidentification. On peut faire la grève du genre. Hein, on peut essayer en tout cas de sortir du genre. Hein, les gens dont on n'arrive pas très bien à déterminer le genre, ben, ils arrivent à sortir ou à tricher ou à sortir de la catégorie de genre beaucoup trop normée et à être un peu ailleurs. On n'arrive pas très bien à où est-ce qu'ils sont. La question c'est est-ce qu'ils sortent du genre ou est-ce qu'ils sont plutôt dans une espèce de à côté du genre? Bon, c'est un peu la question que je posais tout à l'heure, mais voilà, c'est pareil pour la classe sociale. Est-ce qu'on peut sortir de la classe sociale? Est-ce qu'on peut se désubjectiver d'une classe? Est-ce qu'on peut se désubjectiver d'une assignation raciale? Est-ce qu'on peut se désubjectiver? Donc toutes ces questions-là, quoi. Pareil pour la folie, etc. Enfin, la folie, les maladies mentales et tout ça. Bon. Donc voilà, moi j'essaie de penser aussi, est-ce qu'on peut se désubjectiver de l'espèce? Ça veut dire de l'humanité. Est-ce que je peux sortir de l'humain? Voilà, si quelque part l'humanité est un processus de subjectivation, c'est-à-dire qu'il existe des procédures par lesquelles je suis produit comme humain, est-ce que je peux sortir de cette subjectivation de l'humain? Voilà, ça va quand même là on atteint des limites impressionnantes à ce moment-là. Est-ce que je peux sortir de mon assignation d'un être spatio-temporel? Ça veut dire que il est possible qu'il existe des processus par lesquels je suis inscrit dans l'espace et dans le temps. Est-ce que je peux me désubjectiver au point de sortir de l'espace et du temps? Et ça, je crois que c'est les expériences qui relèvent de l'expérience mystique, religieuse, où on a des témoignages qui vont en ce sens-là. Voilà. Bon, j'ai dit beaucoup de choses. Hein. Donc voilà, dans tout ça, pour moi, il s'agit de penser ici la possibilité d'une forme d'autodétermination. Ça veut dire que la question, c'est comment on peut s'autodéterminer à travers un ensemble d'objets, d'outils, donc des objets artistiques, scientifiques, etc. De quelle manière, en fait, l'art et la science agissent comme des espaces de subjectivation, de production de subjectivité, des manières de voir le monde et les choses qui vont comme faire exister des réalités dans lesquelles on va pouvoir explorer quelque chose, mais de quelle manière aussi cette autodétermination fonctionne en lien avec une désubjectivation, enfin, se déterminer, ça veut dire s'identifier, presque, mais on peut aussi se désidentifier, se désubjectiver. Voilà, donc c'est ce rapport-là, en fait, aussi qui se pose. Ces termes-là de désubjectivation, elles sont utilisées en psychanalyse
c'est Butler qui l'utilise, je crois que c'est Slavoj Zizek aussi, et c'est aussi des choses qui étaient utilisées par Stephen Wright aussi, quand il nous faisait des cours sur des artistes qui se désubjectivent. Et donc moi, je m'inscris là-dedans aussi, hein, dans une forme de désubjectivation de l'artiste, un petit peu. Mais je vois que la désubjectivation de l'artiste, comme mouvement, amène aussi à une désubjectivation non seulement de l'artiste, mais aussi de catégories autres, comme le genre, donc la catégorie humain, la catégorie peut-être spatio-temporelle, du coup. Enfin, ça, c'est un peu bizarre, parce que spatio-temporelle, c'est-à-dire qu'on a une... Parce que bon, du coup, c'est vrai qu'il n'y a plus de mémoire, parce que la mémoire est liée au temps. Finalement, la mémoire, c'est une inscription. Donc, si on sort du temps, la mémoire fonctionne différemment. Mais j'ai pu... Voilà, bon, bref. Bon, il y a des trucs assez incroyables après, qui se jouent dessus. Donc voilà, bon, alors, je ne sais pas si j'arrête ici, je pense que je vais encore un tout petit peu continuer, parce qu'autant aller jusqu'au bout de la liste que j'ai fait. Donc voilà, dans tout ça, je dirais qu'il y a une forme d'art du temps. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que la question de la subjectivation, elle semble être liée au temps, à travers une redéfinition du temps. Cette question de la redéfinition du temps, elle apparaît dans des auteurs aujourd'hui plutôt liés au champ anthropologique. Alors ça a été déjà des choses qui étaient déjà décrites en fait par Guattari Deleuze, par exemple. Il y a Eduardo Vivero de Castro qui parle aussi de... alors je ne suis pas allé jusqu'au bout de son livre, mais d'un autre rapport ontologique aussi quelque part. Il parle d'un multinaturalisme, mais on pourrait dire que ce que je fais, ça ressemble un peu à une sorte de multinaturalisme, parce que ça suppose une forme de performativité du langage, donc c'est un petit peu ça quand même. Mais c'est aussi moi des choses auxquelles j'ai été confronté à travers, même si après j'ai trouvé dans d'autres livres aussi liés au chamanisme, ça renvoie général. Enfin, on sait qu'on peut voir ça comme une pratique un peu de techno-chamanisme aussi. J'ai pu voir des choses, par exemple, dans une exposition à Bourges avec l'association Transpalette. Mais c'est aussi des gens comme Romuald de Le Terrier, par exemple, ou Philippe Guimand, hein, qui essaie de faire le pont aussi, quelque part, entre une sorte de métaphysique qui pourrait émerger depuis l'étude du chamanisme, et d'essayer de le penser en lien avec aussi les productions de la physique inscrite dans une histoire occidentale. Et en même temps, ce que je remarque aussi, c'est que dans la physique de Carlo Rovelli, par exemple, qui s'inscrit quand même beaucoup moins dans une lecture anthropologique, mais beaucoup plus dans disons quelque chose qui semble être beaucoup plus lié à la tradition des sciences physiques, même s'il y apporte un regard philosophique. Bah, il y a quelque chose qui semble être lié aussi un petit peu à ça. Il semble ouvrir la possibilité d'une autre conception de l'espace et du temps, qui semble pouvoir être mise en lien avec cette lecture aussi du chamanisme. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de penser un petit peu ce rapport entre les deux, c'est d'arriver à lier justement ces deux conceptions, parce que là, visiblement, dans cette déconstruction du concept de temps et d'espace, il semble qu'il y ait quelque chose qui soit fondamental, lié à la naissance de l'Occident, et qui permettrait peut-être du coup voilà, de pouvoir comprendre qu'il y a une forme d'autre monde, un autre monde est possible, hein, au sens altermondialiste. Un petit peu. C'est un petit peu ça ce que je fais ici. Je suis un peu une pratique altermondialiste, littéralement. C'est-à-dire que j'essaie de trouver les autres mondes. Voilà. Nous sommes enfermés dans un monde un peu occidental, un monde qui s'est occidentalisé, et on peut ouvrir l'extériorité par rapport à ça. Pour moi, ce monde occidental, il est quand même très intéressant parce qu'il propose une espèce de... C'est comme un musée avec plein de fenêtres, mais donc c'est une sorte de hub ou de lieu de transport, un hall de gare ou d'avion, un aéroport. Mais voilà, ça veut dire que on peut regarder par la fenêtre, il y a plein de paysages différents autour des fenêtres, où il y a plein de destinations d'avions quelque part, mais si quelque part on reste dans le hall, bon, bah, en fait on s'ennuie. Donc en fait le hall lui-même c'est un lieu de passage. Et donc je pense que c'est pareil, je pense que l'Occident peut être pensé comme un lieu de passage qui permet de lier différents mondes entre eux, mais en même temps si on reste dans le lieu de passage, bah, on s'ennuie parce que c'est nul. Enfin, donc au bout d'un moment on s'ennuie. Voilà. Donc on peut... Mais en même temps c'est très important parce que c'est un outil super. Donc l'idée c'est comment utiliser l'Occident comme une technologie, en gros. Voilà. Donc, et en même temps ne pas rester bloqué dedans, parce que en fait, ce qui compte c'est quand même de pouvoir un peu voir d'autres trucs, quoi. Voilà, donc c'est un peu l'image que j'ai en tout cas en tête. Voilà. Donc voilà, bon, ce que j'ai écrit, c'est que voilà, c'est que dans cette question donc, de la subjectivité, la question des drogues aussi rentre en jeu. Ça veut dire que drogue, ou plutôt l'alimentation, je pourrais dire plus que drogue, mais ça veut dire voilà, de quelle manière quand je mange
un objet plutôt qu'un autre, enfin une nourriture plutôt qu'une autre, qu'est-ce que ça modifie? Si je mange que des patates ou que du riz, qu'est-ce qui se passe? Si je bois beaucoup de café, qu'est-ce qui se passe? Si je mange du sucre, ou des drogues autres comme du cannabis par exemple, ou d'autres drogues. Alors évidemment, c'est des drogues qui sont en France interdites et qui sont dangereuses également. Donc voilà, moi c'est vrai que évidemment la question des entéogènes m'intéresse beaucoup, puisque c'est à travers la question de l'utilisation de plantes entéogènes, comme par exemple même que Artaud a utilisé d'ailleurs, hein, il utilise la mescaline, enfin, de voir de quelle manière, comment on peut lier quelque part l'usage des plantes entéogènes, donc c'est-à-dire qui ont contact avec le dieu, et avec cette question de subjectivation. De quelle manière une plante produit un type de subjectivité un peu nouveau. Et je pense que cette subjectivité nouvelle, c'est précisément quelque chose qui renvoie à... Enfin, j'ai l'impression que l'interdiction des drogues, en fait, est une interdiction plutôt biopolitique que réellement... les motivations sont biopolitiques. Ça veut dire que les aliments, on peut appeler ça des aliments, hein, qui sont interdits, comme par exemple, je sais pas, le LSD, le cannabis, etc., sont en fait des manières d'accéder à des langages, à des visions du monde, nouvelles, autres, mais qui sont potentiellement en conflit avec l'Occident, et comme l'Occident n'a pas envie d'être dans ce conflit, bah, il le refuse. Mais en fait, ça ouvre une extériorité. Je crois que, du coup, il y a un lien fort entre la question du psychédélisme, c'est-à-dire l'accès à cette espèce de nouveau langage, de nouvelle réalité qui ouvre de nouveaux mondes, et la question politique, justement, du conflit entre les langages, ici comme je le pose, sous cette forme-là, hein, qui produit la violence, les agressions, etc. Donc en fait, il y aurait ici à penser quelque part, ici c'est presque penser une sorte d'intersectionnalité un petit peu élargie, hein, de voir quelque part qu'il y a un lien fort, non seulement entre les différents systèmes d'oppression, mais aussi entre la répression, non seulement de ce qu'on appelle les drogues, mais enfin, la répression des aliments interdits finalement, parce qu'on peut le voir comme tel, et aussi la répression des comportements associés, des subjectivités associées, voilà, qui s'inscrit dans une sorte de biopolitique. Il s'agit ici en fait, il y a une interdiction ici qui n'est même pas écrite dans la loi, mais qui est écrite dans les corps. Il y a des modes de manière d'être et de penser qui s'inscrivent dans les corps. Sauf qu'on pourrait presque, quelque part, les atteindre autrement. Peut-être quelque part qu'il n'y a pas besoin d'avoir une expérience psychédélique, je pense que ça aide beaucoup, mais pas besoin d'avoir une expérience psychédélique pour produire des formes de subjectivité qui seraient liées uniquement... Peut-être que par des formes artistiques, on peut accéder aussi. Dans le chamanisme, il y a l'idée qu'on peut accéder à des formes de subjectivité par des drogues, par des plantes de pouvoir, et c'est important, mais aussi par du tambour, par des danses. Alors cela dit, peut-être que ça marche un peu moins bien, peut-être quelque part qu'il faut lier un peu les deux, et que bon... parce que moi, ce que je lisais, c'est que quand même en général, il y a quand même toujours un petit peu des plantes de pouvoir. Mais voilà, peut-être qu'il y a quand même, des manières de travailler ce pont entre Occident et subjectivité extérieure, sans passer par des moyens qui sont illégaux et qui du coup posent problème, parce qu'ils rentrent dans une forme de conflictualité déjà, d'avance. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est passer petit par de la recherche, par un travail, par des lectures de témoignages, voilà, peut-être que lire des témoignages de personnes qui vivent des situations d'expérience modifiée de conscience, ça permet d'être touché par cette expérience-là aussi. Peut-être il y a une contamination par l'écriture, c'est ce que décrit notamment Avital Ronel, qui permet de se faire contaminer par la subjectivité d'une substance sans forcément passer par l'ingestion de cette substance qui serait interdite dans certains pays, par exemple, et qui nous mettrait en danger par rapport à ça. Voilà. Cela dit, ça pose la question de se dire comment penser une recherche. C'est compliqué aussi, comment faire une recherche, ici en biopolitique, dans un pays qui interdit des pratiques qui consistent à modifier sa perception. Donc et ça me pose une question aussi, qui est de se dire de quelle manière, comment peut-on parler d'une liberté académique ou d'une liberté artistique lorsque la répression des modes de perception se fait sur un plan biopolitique. Voilà. C'est un petit peu comme si, je sais pas moi, il était autorisé d'écrire, donc du coup nous sommes libres. Il n'y a aucune censure sur l'écriture, donc les gens peuvent écrire tout ce qu'ils veulent, sauf que on interdit de vendre des stylos ou de posséder un stylo. Donc d'accord, on peut écrire, mais on n'a pas de stylo, donc c'est du coup il n'y a aucune interdiction, c'est vrai.
juridiquement. Sauf qu'en fait, de manière matérielle, on ne peut pas écrire. Donc il y a un problème. Et j'entends que c'est un petit peu ça qui se joue ici, et que j'essaie de comprendre, c'est de quelle manière la question politique, en Occident, en France, fonctionne sur des logiques de répression et de censure, mais que ces répressions et cette censure, elle n'agit pas au niveau du cadre strictement légal, mais elle agit au niveau du cadre corporel, en fait. C'est au niveau de ce que Agamben pourrait appeler la vie nue. C'est-à-dire la vie physique, quoi, les outils matériels, concrètement, le biopolitique, du coup. Bon. Et voilà. Et en même temps, c'est intéressant parce que je trouve que pouvoir en parler, ça permet quelque part de... Voilà, c'est-à-dire que cette interdiction, elle se fait au niveau des corps, mais pas au niveau de la parole. Donc en fait, au final, si j'arrive à en parler, alors à voir aussi, parce que je viens de me gratter le nez, donc peut-être que le nez, il y a un truc à dire avec le nez, mais peut-être que là-dedans, il y a un truc à... Voilà, c'est-à-dire, ça me pose question. Est-ce que quelque part en parler permet de défaire le truc? Est-ce que ça me met en danger d'en parler ou pas? Quelles sont aussi les formes de... Comment penser aussi à faire émerger des formes de paroles qui ne pourraient pas normalement émerger parce que les cadres n'existent pas pour qu'elles puissent émerger, ou parce que quelque part elles pourraient se sentir en danger. Donc comment mettre... Donc penser ce rapport-là un petit peu, hein, entre le cadre de la parole, ce qu'elle peut être dit, ce qui peut être dit, entre la question du corps, où est-ce que le corps se situe, où est-ce qu'il peut se dire quelque chose, etc. Donc voilà, et je pourrais dire aussi un petit peu que finalement là-dedans, pour moi, la question qui se pose, c'est presque un art antifasciste, un petit peu. Mais au sens de l'idée que le fascisme, c'est une sorte de microfascisme. C'est un peu au sens de la répression. Il y a dans ce cadre-là aussi, à gauche par exemple, entre guillemets un microfascisme. Dès le moment quelque part où il y a un service d'ordre, dès le moment quelque part où il y a des chaises où il faut s'asseoir, enfin, en fait, il y a quelque part un contrôle qui est là, et que bon, le fascisme est peut-être la forme la plus grossière et affirmée de la question de la violence, mais on peut traiter la question ici de la violence, de l'agression, et du coup du fascisme, sans passer par une lecture historique du fascisme, même si ça aide, bien sûr. Mais voilà, moi, c'est l'idée de me dire, voilà, par exemple, je vais me concentrer ici, je peux me concentrer sur une agression que j'ai vécue quand j'étais enfant. Ben voilà, dans cette agression-là, il y a déjà tous les éléments pour penser comment fonctionne une agression. Et ce que j'essaie de faire ici, c'est donc de soigner l'agression, de penser que l'agression est une maladie qu'il faut pouvoir soigner. En fait. Ce qui est maladif, c'est pas d'être homosexuel. Ce qui est maladif, c'est le système qui produit l'homosexualité comme une extériorité. On pourrait dire qu'il inclut en excluant, en parlant d'Agamben du coup, mais qui quelque part crée une scission, qui crée l'homophobie. C'est l'homophobie la maladie. C'est non seulement l'homophobie, mais c'est même la séparation même entre hétérosexualité et homosexualité. Et au-delà de ça, c'est la séparation même entre hommes et femmes aussi, qui produit deux systèmes de genre et donc deux régimes de désir qui est lié. S'il n'y a pas d'homme et il n'y a pas de femme, il n'y a pas besoin de parler d'hétérosexualité ou d'homosexualité, c'est juste une conséquence de ça en fait. Voilà, donc je pense que j'ai dit beaucoup de choses. Voilà, je précise que toutes ces recherches-là, c'est des recherches aussi qui ont été rendues possibles, ou en tout cas qui ont été qui sont dans la continuité aussi des enseignements que j'ai pu avoir en école d'art. Donc je remercie mes professeurs qui ont pu m'aider là-dedans. Je n'ai pas forcément cité un peu tout le monde, mais voilà, c'est vrai que... parce que c'est vrai que je pourrais penser à Johanna Schipper par exemple, parce que Johanna Schipper m'a aiguillé sur la question du chamanisme par exemple, donc c'est bien que je dise son nom. Mais voilà, bon, avec Agamben, il y a Caroline Jeanne William qui m'a aidé là-dessus. Voilà, bon, bref. Voilà, je pense aussi évidemment à Christian Arnaud aussi qui m'a beaucoup aidé. Enfin, j'ai cité plusieurs fois Stephen Wright, voilà, il y a pas mal de gens, et puis pas que bien sûr, il y a plein d'autres gens aussi. Bon, là je pense que c'est des personnes. David Legrand, bon, bref, il y a plein de. Xavier aussi, Zimmerman aussi. Voilà, et puis la question numérique. La question numérique aussi, parce que je vois comment le numérique joue un rôle très important dans le quotidien. Moi, donc là je parle de l'action de l'argent, moi ce que j'ai vécu récemment, c'est que j'essaye du coup de me soigner, en gros. J'essaie de voir de quelle manière en moi il y a des sortes de conflits, de maladies, de souffrances, de violences,
Et ce que j'espère, c'est ça que je fais, c'est un art thérapeutique, c'est-à-dire que je me concentre sur chacun des points de douleur, de souffrance, d'angoisse, etc., pour les défaire un par un. Hein. Donc là, c'est pas tout à fait défait, je crois qu'il en reste encore un tout petit peu, mais peut-être que ce qui reste précisément aujourd'hui, c'est précisément les choses qui me séparent de l'école d'art, par exemple, d'un travail. Voilà, bon. Et donc, du coup, je suis peut-être qu'en faisant cette vidéo, je suis précisément en train de régler ce truc-là. Pour moi, la vidéo, c'est un moyen à la fois de montrer mon travail, mais c'est aussi un moyen, dans l'acte de faire la vidéo, de travailler un point, hein, de travailler le langage pour essayer de trouver une sorte de traduction du langage pour que quelque part ça puisse fonctionner correctement. Voilà. Donc voilà, donc, j'ai mis donc art de la recherche. Je pourrais dire que donc voilà qu'il y a un ce que je fais, c'est que j'utilise la recherche comme forme, c'est finalement, enfin forme entre guillemets, mais c'est pas tellement une forme, c'est plus un affect, mais c'est que j'essaie de voir de quelle manière la recherche est un mouvement qui fait quelque part qu'on est pris par un affect, ou par une envie, par un désir, et que la recherche nous mène quelque part, mais plutôt que de dire de recherche, on peut dire peut-être enquête, hein, parce que c'est un terme qui semble être un peu plus utilisé dans l'art aujourd'hui. J'ai vu plusieurs fois ce terme-là d'enquête, alors que recherche, il y a un côté artiste-chercheur, il y a un côté chercheur, il y a un côté universitaire. Alors que dans l'enquête, il y a l'idée qu'on mène une enquête, donc on est plutôt un détective privé, quoi. Et moi, c'est plutôt ça, c'est plutôt je suis un détective, quoi. Donc là, il y a par exemple, je sais pas, une agression, donc je vais faire le détective. Je vais regarder d'où vient l'agression, qui c'est qui a commencé, ou pourquoi il y a une agression en tout cas. Donc c'est une sorte d'enquête, on est plus dans l'enquête. Un petit peu au sens de détective Conan, par exemple. Le manga détective Conan, où il faut chercher un meurtrier, quoi. Il faut chercher... voilà, il y a une scène de crime, il faut trouver quelque part qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène de crime, quoi. Quels sont les... Et c'est pareil, c'est un petit peu ça. Là, pour moi, il y a une scène de crime. C'est le capitalisme, le patriarcat, voilà, bon, tout ce qui est dénoncé par l'altermondialisme, en gros, pour simplifier. Et bien, on va enquêter pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pour voir pourquoi il y a eu ce crime qui est fait, quoi. Voilà. Qui est coupable ou pas. Bon, l'idée pour moi, c'est qu'il n'y a pas de coupable. Hein, c'est que, enfin, si, il y a un coupable, mais c'est pas forcément des gens. C'est que le coupable, peut-être que c'est le... Pour moi, le coupable est toujours un... Comment dire, le coupable semble être peut-être que c'est un mot, peut-être que c'est une forme. Il semble quelque part que peut-être que le coupable c'est un mode de pensée, un axiome. Par exemple, voilà, le coupable dans la physique newtonienne, voilà, il y a quelque part, Newton n'arrive pas quelque part à il y a des choses qui échappent à son système de à son système physique, et voilà, donc du coup, bah, ça marche pas. Bon, et ben en fait, le coupable, c'est quoi? Le coupable, c'est la géométrie euclidienne. Et plus précisément, c'est le cinquième axiome de la géométrie euclidienne. C'était lui le coupable. Parce qu'en fait, lui disait quelque part que, voilà, que quand il y a, si je ne me trompe pas, quand il y a une droite et un point, il n'y a qu'une seule ligne qui est perpendiculaire à ce point, qui est perpendiculaire à cette droite qui passe par ce point. Et ça, en fait, ça fonctionne uniquement pour des plans qui sont plats, qui sont euclidiens. Mais si en effet on pense une géométrie non euclidienne, eh bien dans ce cas-là, il y en a plusieurs. Et donc du coup, bah, il était un peu coupable parce qu'il avait, il maquillait quelque part, il se faisait passer pour un axiome universel, alors qu'en fait, non, pas tant que ça. C'était un cas particulier. C'était lui le coupable. Mais voilà, on peut faire une enquête comme ça. On peut trouver quel est le coupable. C'est pas forcément une personne, ça peut être un axiome, par exemple. Donc voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Donc j'ai dit voilà, que je cherche du coup un harmonisme, un art existentialiste, un art du dehors, un art généraliste. Mais bon, toutes ces choses-là renvoient un peu à la même chose. Hein. Il s'agit d'aller chercher d'aller chercher dans l'extérieur un dépassement des paradigmes, en fait, j'ai envie de dire de la modernité occidentale, mais une modernité ici qui semble remonter au moins à il y a 2600 ans, donc c'est quand même assez massif quand même. Mais bon, on peut encore aller plus loin, hein. Je veux dire, on peut très bien remonter à Lascaux, ce qu'on veut, enfin, ou même au Big Bang, bon, je veux dire, il n'y a pas de limite. Hein. Voilà, donc j'ai parlé un peu de tout ça. Je peux parler un peu de la magie. Pour moi, la magie, c'est intéressant parce que la magie ouvre un dehors. Pour moi, la magie, au sens de la magie du chaos, par exemple. Donc, Aleister Crowley, bon, d'autres gens comme ça. Il y a là-dedans quelque chose qui m'intéressait parce que ça touche à quelque chose qui est l'ordre de l'inconscient, qui touche à une sorte de dehors, quoi. Dans la chaos magique, justement, mais c'est peut-être propre à la chaos magique, d'ailleurs. On va porter notre attention sur un inconscient, sur un au-delà, sur
Et donc on ne fait pas attention à ce qu'on a dans le champ, mais on s'intéresse au hors-champ. Et je m'intéresse aussi, voilà, c'est quoi une sorte de science du hors-champ, hein, une recherche qui s'intéresse au hors-champ plutôt qu'au champ. Voilà. Euh, voilà. Je pourrais parler aussi de l'université des oiseaux ou d'un art non humain. Mais j'ai déjà dit ça, art non humain, c'est justement des moments quelque part où on se désubjective de l'humanité. Donc on peut penser quelque part qu'il y a un art qui consiste à s'intéresser à, non pas à un art, disons, de l'humain, ou plutôt à un art qui s'intéresse au processus de subjectivation qui produisent de l'humain, ou qui pourrait produire autre chose que de l'humain d'ailleurs. Mais on pourrait penser à un art qui se situerait en amont de l'humain, du coup, donc un art non humain. Voilà, bon, mais et pour moi ça se lie aussi à l'université des oiseaux, qui est donc une université que j'ai découverte et qui est une université transspéciste, au sens où, enfin, en tout cas des oiseaux. Et donc du coup, voilà, je suis un humain qui découvre cette université des oiseaux. Dans cette université, les oiseaux parlent la langue des oiseaux, et donc c'est aussi à travers cette université que j'essaie de fonder ce paradigme, mais j'ai l'impression plutôt que j'essaye de traduire le paradigme des oiseaux, le paradigme de l'art des oiseaux si on veut, en un paradigme qui serait compréhensible par des humains. Voilà, c'est un petit peu ça que j'essaie de faire. L'idée c'est de pouvoir aussi parler avec les oiseaux, et même avec d'autres animaux d'ailleurs. Enfin, euh, pas que les oiseaux. Mais voilà, c'est qu'il y a ici un possible dépassement du langage. Il s'agit même de dépasser l'humain, donc d'être dans une logique un petit peu post-humaine. Mais cette logique post-humaine serait en fait une sorte de post-épistémologie ou de post-paradigme, de post-ontologie, de dépasser quelque part les paradigmes, j'ai dit plusieurs fois, mais les paradigmes sur lesquels se fonde l'Occident. Voilà, donc je ne vais pas ici développer cette question d'université des oiseaux parce que faudrait que je retrace l'histoire, faudrait que j'explique qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Bon, donc voilà, je ne vais pas le faire là, et puis même aussi, quelque part, c'est un travail à part entière, c'est vraiment autre chose. Mais voilà, c'est un peu pour moi ce terme d'université des oiseaux, c'est un espèce, disons, comment dire, une institution euh, sur lesquelles je peux m'appuyer. En fait, j'ai pu m'appuyer pour comment dire, regrouper ces recherches au sein d'un même espace, un petit peu. Enfin, un espace modal. Cette université, je précise qu'elle est modale, c'est une université modale. C'est pas un lieu précis, c'est encore une fois une modalité, c'est-à-dire une manière de se rapporter au monde. Et tout comme la langue des oiseaux est une langue modale aussi, c'est une langue qui est disons une herméneutique, si on peut dire, je crois. C'est-à-dire une langue qui s'intéresse non pas à une catégorisation d'un certain type de formes qui peuvent s'agencer selon certaines configurations et grammaires, mais plutôt un mode de lecture de la forme que prend j'ai envie de dire, que prend le temps, que prend le mouvement. C'est un mode de lecture du mouvement, en fait. Du mouvement, notamment des sons. Mode de lecture du son. Bon. Voilà. Je pourrais parler aussi de la musique insonore, par exemple, que du coup, je fais un travail, comme je fais un travail sur le temps, du coup, sur le mouvement, il y a des musiques, enfin, la musique semble s'être intéressée jusque-là, en grande majorité, uniquement à des musiques humaines. Ça veut dire à des musiques qui sont destinées à l'oreille humaine. Ça veut dire à des mouvements du son qui se situent entre 20 000 Hz et bon, une durée de temps humainement écoutable. Ça peut être 20 minutes, quelques heures, bon, voilà. Mais, voire plus, éventuellement, si on est courageux, mais c'est assez rare quand même que des musiques durent plus que quelques heures. Mais on peut s'interroger sur des musiques qui durent un fragment de seconde ou des musiques qui durent très longtemps. Ici, il s'agit de penser que la musique, ce n'est pas simplement une expérience du son, mais c'est une expérience du temps. Donc c'est presque pensé dans un cadre presque une sorte de performance. En fait. Et on peut se poser la question, par exemple, peut-être quelque part qu'on n'arrive pas à... Peut-être que pour comprendre, disons, la question de l'univers, justement, voilà, si on peut... l'univers, mettons qu'il a 14 milliards d'années, eh bien, comment on fait pour lire l'histoire de l'univers comme une musique qui dure 14 milliards d'années. Ou alors, un ordinateur, ça fonctionne de manière très rapide. Il y a une horloge interne qui est en général de quelques gigahertz. C'est à peu près 100 fois plus rapide. Non, pas 100 000 fois plus rapide que les fréquences les plus aiguës qu'on peut entendre avec l'oreille. Et donc du coup, la question, je me dis, c'est là-dedans pareil, ce serait quoi une sorte de musique des ordinateurs qui irait à cette vitesse-là? L'idée, c'est que la musique n'est pas liée au son. En fait, mon hypothèse là-dedans, c'est que
Alors ça rejoint un livre de Michel Serres qui parle de la musique, qui dit qu'il y a la musique instrumentale. Il y a aussi un autre type de musique, je ne sais plus comment il appelle, mais il y a aussi une musique qui est la musique des astres, la musique des sphères. Bon, apparemment, c'est ce que c'est posé aussi par Pythagore. Bon, mais quelque part, qu'il y a une sorte de musique générale, et que c'est que l'ensemble, quelque part, des mouvements du monde suit une harmonie générale. Et donc, du coup, on peut l'étudier comme tel. On peut étudier tout cette... tel quel, quoi, voilà, du coup. Ça m'intrigue parce que du coup, je ne sais même pas comment on pourrait appeler cette musique-là. Il s'agit de dire que c'est pas une musique qui se concentre uniquement sur le son, donc, mais c'est une musique qui se concentre sur le temps. C'est de se dire que ce qui est important dans la musique, c'est pas le son, c'est pas le médium du son. Ce qui est important, c'est quelque part qu'on travaille toujours des rapports entre des temps, entre des rythmes, entre des durées, entre des temps. Que ces durées soient des durées de plusieurs siècles, hein, ou plusieurs milliards d'années, comme l'univers, ou des durées qui sont extrêmement courtes, comme ce qui se passe, comme les fréquences d'un ordinateur. Du coup, voilà. Et donc, du coup, ça dépasse les capacités de perception humaine et de l'oreille. Donc voilà, même si en effet, pour le percevoir, du coup, c'est comment on peut apprendre à percevoir des choses qui sortent de la perception humaine. Donc ça peut être plus compliqué, pourquoi pas, mais en effet, c'est la question. Voilà. Aujourd'hui, je fais des cours de conservatoire en électroacoustique avec Edith Brotman, et je vois que l'électroacoustique, elle se concentre beaucoup sur du son qui est quand même écoutable, en fait. Et en même temps, j'ai l'impression que les outils d'informatique permettent peut-être beaucoup plus qu'avant, quoique on pouvait le faire avec des mathématiques avant peut-être aussi, mais permettent peut-être d'approcher cette question-là. C'est comment on peut, par la machine, par des variations de vitesse, etc., apprendre à écouter des choses qui sortent de la perception. Comment la machine permettrait d'avoir accès à des modes de perception du temps que jusque-là on essaie d'atteindre avec des instruments de musique, mais de manière toujours peut-être moins précise, quoi. Voilà. Bon, ça c'est une possibilité aussi pour moi de travail. Voilà. La manière aussi là-dedans, c'est de quelle manière, bon, là, autre chose, de quelle manière le numérique a un impact énorme. Ça, c'est autre chose, c'est l'action du rapport entre numérique et travail et argent. Là, c'est juste des pistes que je dis ici, mais j'ai l'impression un peu à la suite de Bernard Stiegler, le numérique a un impact énorme sur les subjectivités aujourd'hui. Ça constitue à la fois un monde commun, c'est-à-dire que les protocoles TCP/IP, les protocoles d'informatique, beaucoup de gens utilisent Internet, et donc ça constitue quelque part une espèce de base commune, et que de la même manière que le White Cube a été un paradigme de subjectivation pour implémenter, disons, des œuvres qui sont comme des sortes de programmes de subjectivation au sein d'un système d'exploitation général qui est donc le White Cube. Eh bien aujourd'hui, le système d'exploitation, c'est Internet, c'est les protocoles de communication entre ordinateurs, éventuellement c'est les systèmes d'exploitation aussi, sur lesquels on implémente des programmes, mais on pourrait penser que les programmes sont des sortes d'œuvres, en fait, qui produisent des formes de subjectivité et qui s'agencent entre elles selon des règles qui sont décrites par les systèmes d'exploitation. En gros, il s'agirait de voir de quelle manière le numérique est un prolongement des techniques de représentation qui sont historiquement liées à l'art, et le penser comme un espace de production de subjectivité. Et de quelle manière des pratiques qui viennent du champ de l'art, par exemple la critique institutionnelle ou d'autres choses, pourraient quelque part être implémentées dans l'espace numérique, par exemple, dans un but notamment de critique, d'émancipation, etc. Donc, comment penser ici que, voilà, comment c'est au cœur de ces pratiques de subjectivation qui sont utilisées par beaucoup de gens aujourd'hui, qui sont numériques, donc l'ordinateur, le téléphone, etc., qu'on peut, comment l'inscrire dans une histoire de l'art, le penser comme étant en fait une histoire de l'art, ou en tout cas une histoire d'apprentissage, une histoire de l'institution, une histoire des... En fait, c'est comme si ce que je cherchais à faire, c'est pas tellement une histoire de l'art en tant que tel, parce que l'art c'est trop flou, c'est une histoire des dispositifs de production de la subjectivité, et notamment une histoire des plateformes, des plateformes de production de cette subjectivité, des institutions, on va dire, qui les produisent, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment penser au niveau fondamental, au niveau des structures fondamentales de production de la subjectivité, on va dire, en termes de technique, de technologie. On pourrait dire, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu les briques primaires des technologies de l'esprit.
voilà, dont le langage fait partie, par exemple. Voilà. Technologie de l'esprit, donc terme de Bernard Stiegler qui désigne les techniques de production de la mémoire et de la subjectivité, comme l'écriture, comme aujourd'hui l'informatique, etc. Mais on pourrait dire aussi que le corps est une mémoire aussi, hein, ça marche aussi dedans. C'est aussi une technologie de l'esprit si on veut. Et du coup, bon, est-ce que du coup on a besoin de préciser que c'est de l'esprit, je ne sais pas. Bon, mais... Voilà, donc voilà. Donc j'ai dit que quelque part je pourrais dire que ce que je fais c'est un art du sujet, pour un art du sujet. Je pourrais dire que je fais un art des technologies, je pourrais dire que je fais plutôt un art de la subjectivation, éventuellement. Dont la désubjectivation est un cas particulier, ou un cas à prendre en compte, mais voilà, qui en fait partie aussi. Et en même temps, ce terme-là, il est un peu lourd, subjectivation. Bon, je pourrais dire que je fais un art de l'existence aussi. Mais pareil, c'est pas... Je sais pas trop ce que je dois penser de ce terme-là. Bon. Voilà. Et j'ai dû en parler, mais dans la désubjectivation, l'hypnose est importante, parce que l'hypnose semble être liée à ça. L'hypnose semble être un espace qui produit des formes de désubjectivation. Donc voilà. Donc voilà, dans cet art de la subjectivation aussi, voilà, donc il touche en effet les technologies comme les technologies de l'esprit, l'informatique, mais des techniques aussi de soi, au sens de Foucault. Foucault parlait de techniques de soi, ça veut dire des pratiques qui étaient celles de la Grèce antique, dans lesquelles, à travers la méditation, à travers l'étude des textes, à travers des formes de réflexivité, on va, à travers des processus d'autonomie comme ça, et ça peut être comme ça, peut-être quelque part que la désubjectivation est plutôt, c'est peut-être des techniques de soi, c'est peut-être des techniques qui visent, à travers une forme de réflexivité, d'avoir une forme de recul sur soi-même, donc une sorte de redoublement, qui permet d'aller retravailler quelque chose au niveau fondamental. C'est un petit peu comme un programme qu'on va installer quelque part sur un système d'exploitation, mais ce programme-là va changer les clés de registre, hein, ou va changer le grub, ou un truc comme ça. Donc c'est un programme qu'on installe, mais qui est là pour changer le système d'exploitation. Donc il y a une espèce de truc comme ça qui se joue. Donc c'est ce mécanisme-là, en fait, qui semble être se jouer. Et en même temps, ça reste un programme qu'il faut installer au début. Donc il y a un jeu ici ambigu entre ce qui est l'ordre d'une positivité et ce qui est l'ordre d'une négation. C'est pour qu'il y ait une négation, il faut qu'il y ait une positivité qui produise de la négation, un petit peu. Donc c'est comme si la négation était une production. Donc il y a un truc un peu à comprendre là-dedans, pour moi, qui n'est pas clair encore. Et voilà, donc je disais, la subjectivité, elle se produit à la fois à partir du corps, à partir des objets, des techniques de subjectivation qu'on a autour de nous, mais la maison aussi est une sorte de corps ou de processus de subjectivation aussi, mais tout comme l'est la ville, tout comme l'est un pays, tout comme l'est la planète Terre, tout comme l'est le système solaire, enfin, toutes ces choses-là en fait constituent par un système de couches. Il y a un texte de Paul Preciado qui en parle comme tel dans le texte de Junkie, un système de couches comme ça qui fait partie du corps en fait. Donc il s'agit de comprendre aussi les intrications entre ces différentes couches de corps, de comprendre de quelle manière toutes ces choses-là font système. Est-ce que tout ça constitue un organisme? Est-ce qu'il y a une sorte de cohérence là-dedans? Où est-ce que ça mène? Est-ce qu'on peut fonder une théorie par rapport à ça ou pas? C'est quand même assez gigantesque. Donc, voilà. Mais comme ça, voilà, une espèce de... J'ai l'impression qu'il y a là-dedans, ça constitue une sorte... donc là, c'est une question un peu théologique, hein, si on veut. On pourrait dire presque que je fais un art théologique, peut-être. Mais qu'il y a l'idée de trouver une espèce de structure là-dedans. Est-ce que ça constitue une structure ou pas? Donc voilà, pareil pour le temps aussi, hein, c'est là, si j'en parle en termes d'espace, ici, avec des systèmes de cercles concentriques comme ça, en partant de son corps, en allant de plus en plus vers l'espace, mais on peut aussi, dans une forme, disons, de déconstruction de la conscience, c'est-à-dire qu'on peut aussi, à travers la méditation, comment dire, rentrer en soi profondément, dans une forme d'introspection de plus en plus forte, quelque part. J'ai l'impression que ça renvoie plutôt au temps, dans ces cas-là, mais peut-être que je me trompe, mais que dans le sommeil, par exemple, j'ai l'impression que, c'est une impression, c'est pas clair ça, mais dans le sommeil, on apprend justement à sortir du monde. Le monde de soi disparaît progressivement, et j'ai l'impression qu'on s'échappe dans une temporalité qui vise quelque part à devenir tellement lente que le temps s'arrête un petit peu. D'ailleurs, on oublie, on n'a plus conscience qu'on existe quand on dort. Hein. Donc, et le rêve, c'est un moment des images qui apparaissent à un moment donné où justement on va réatterrir dans le corps et paf. En tout cas, il y a un truc avec le rêve aussi qui se joue là-dedans. Donc c'est comme si le rêve avait très haut temps aussi, quelque part.
j'ai l'impression que quand on dort, on voyage dans le temps, en fait. Bon, ça, c'est pas clair encore, c'est un truc à explorer, mais il y a quelque chose dans le sommeil. Parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à dormir dans notre vie. Hein, c'est vrai qu'il y a quand même, pour beaucoup de gens qui sont liés, et c'est là pour moi, il y a une forme d'art de l'existence. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une sorte de en trois parties. Hein. Il y a le temps du travail, qu'on peut voir comme des formes de subjectivation, une sorte de performance quelque part qui nous individualise. Il y a des temps de loisirs, dans lesquels on assemble en différents moments, quelque part, différents moments de subjectivité qui nous rassemblent sous d'autres logiques de subjectivation. Et il y a le temps, il y a le temps du sommeil. Quoi. Et ça, le temps du sommeil, c'est un temps énorme. Quoi. Si on le prend en termes de durée horaire, c'est considérable. Ça fait partie de notre vie. On passe beaucoup de temps à dormir. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on dort? Et moi, je suppose que quand on dort, c'est pas juste un moment comme ça où on dort, je pense que quand on dort, on fait quelque chose. Il y a quelque chose qu'on fait. On explore quelque chose. Donc voilà. C'était bien de finir sur le sommeil. Parce que moi, c'est dans le sommeil que j'ai pu explorer beaucoup de choses. J'ai passé beaucoup de temps à dormir ces dernières années. Voilà, la méditation, le sommeil, c'était pour moi un espace d'exploration, un territoire un peu inconnu, quelque part, qu'on peut explorer par la subjectivité. Et dans un sens, je pourrais dire que le sommeil, c'est le lieu de la désubjectivation. C'est le moment justement où on sort de notre corps. On arrête de s'identifier à notre corps, on ferme les yeux, on ressent plus notre corps, on est comme ça, notre corps arrête de manifester sa présence, arrête d'essayer de capter notre attention quelque part, et on peut comme ça progressivement s'en aller. Et donc il y a quelque chose qui est l'ordre de la désubjectivation. La mort semble être aussi quelque part quelque chose qui renvoie à une forme de sommeil aussi. Voilà. Mais dans tout ce que j'ai dit ici, alors j'ai peut-être pas si j'ai... Dans la mort et peut-être dans la solitude aussi. C'est le dernier truc que j'ai écrit ici. Dans la solitude, dans la soustraction aussi à un monde social qui nous assigne aussi à une présence sociale, à un rôle à tenir. Hein, quand on se couche le soir, il faut qu'on se réveille le lendemain parce qu'il faut qu'on travaille, donc on a toujours un truc qui reste en tête, etc. Mais j'ai l'impression que, en effet, quand on sort du monde social, tout comme quand on sort quelque part d'une identification à notre propre corps, ou à une maison, ou à une mission, ou à quelque chose qu'on doit faire, je tousse. Je ne sais pas si tout ça veut dire quelque chose, mais... ou pas, peut-être qu'il y a une mission, je ne sais pas, parce qu'en même temps, il y a quelque chose qui doit être là, mais il y a quelque chose là-dedans, quelque part, dans cette espèce de retrait hors du monde, qui semble pouvoir peut-être prendre du recul sur l'existant, et donc ouvrir je ne vais pas dire un art téléologique, mais théologique, je voulais dire théologique, mais peut-être téléologique, parce que peut-être que la question qu'il y a derrière ça, c'est la question téléologique, la question du télos, ça veut dire où est-ce que ça va? Quel est le sens de l'histoire? Et peut-être que pour comprendre quelque part où est-ce que ça va, pour comprendre, se dire est-ce qu'il y a une sorte de flèche du temps? C'est un peu la question, est-ce que le temps va dans une direction? Est-ce qu'on va quelque part? Est-ce que l'histoire va quelque part? Est-ce que la physique va quelque part? Est-ce qu'il y a une sorte de logique qui nous mène? Est-ce que tout ce mouvement que je viens de décrire ici, de comprendre toutes ces lois du mouvement, est-ce que tout ce mouvement-là, quelque part, il fonctionne en circuit fermé, un petit peu, comme une sorte de boucle? Ou est-ce que ça va vers une direction? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire là-dedans? Mais comprendre cette logique-là, ça semble être possible à partir du sommeil, ou de la solitude, ou de la mort, ou de ces expériences qui visent quelque part à prendre une forme de recul et d'avoir cette vision, un peu comme en plein, comme une vision un peu vue du ciel ou vue de loin, qui permet d'avoir une sorte de vision générale du système. Quand je parle d'un cadre général, c'est ça. Quand je parle d'un cadre général de l'art et des pratiques, c'est-à-dire avoir cette espèce d'effet de grand angle, cet effet de recul, qui fait quelque part qu'on peut avoir cette vision plus générale et comprendre quelque part une sorte de logique du système. Et ce que je suspecte, c'est que si on fonde, c'est-à-dire si on appuie quelque part de manière solide un petit peu cette logique-là, et qu'on la comprend, eh bien on n'est plus obligé de s'appuyer sur une logique qui est peut-être aujourd'hui complètement
dépasser justement, mais on a quelque chose qui est un peu plus qui tient quoi. Et pour moi, c'est une manière peut-être de, disons, j'ai envie de dire d'ouvrir l'utopie. C'est un terme que j'aime pas trop, mais parce que c'est pas quelque chose qui est nulle part, mais peut-être que si. Peut-être qu'il s'agit ici de penser à un point utopique. Utopique, ça veut dire depuis nulle part. Hein, utopique, topique c'est le lieu, c'est le topos, c'est le lieu, et U c'est au-delà. Mais je suis pas sûr de ça d'ailleurs, j'ai regardé sur le bilan utopique. C'est pas mal ça comme truc. Topos et non. Voilà, donc ça veut dire qui n'est en aucun lieu. Et en ce sens-là, je pourrais dire en effet que ce que j'essaie de penser du coup et de produire en tant qu'artiste, c'est une pensée utopique du coup, ou une physique utopique si on veut, enfin bon, un système utopique, mais dans lequel il ne s'agirait pas forcément, enfin, pour que ce système utopique puisse être posé, il faut qu'on ait une perspective utopique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse percevoir le monde depuis aucun lieu. Ou depuis un lieu quelque part qui serait comme un petit peu omniscient. Alors ce lieu omniscient, ce serait le lieu de Dieu, par exemple. Peut-être que Dieu est omniscient, il voit tout. Bon, d'accord, ok. Alors voilà, ça suppose, du coup c'est compliqué. Bon. Mais peut-être quelque part que ce point de vue utopique, ce point de vue où on voit tout, où on comprend tout, où tout est clair, tout fonctionne, parce que tout est lié, on voit toute la logique, peut-être qu'il n'est pas atteignable tel quel. Mais peut-être quelque part qu'on peut quand même un petit peu s'en approcher, on peut peut-être atteindre quelque part, on peut peut-être s'éloigner suffisamment, l'utopie peut être une sorte de guide un petit peu, pour atteindre un point de vue, peut-être pas de nulle part, mais presque de nulle part, presque un point de vue, en tout cas général, depuis lequel on peut structurer autre chose. Voilà, il s'agirait de faire ça pour moi, en fait, d'avoir cette perspective utopique, ou quasi utopique. Hein. En tout cas, un peu plus utopique que le monde dans lequel j'ai grandi jusque-là, que je n'aime pas. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est que je le trouve. Je trouve qu'il manque beaucoup de choses, quoi. Et j'ai envie d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir de nouveaux mondes, d'ouvrir de nouveaux espaces, je pourrais dire de faire la révolution. Mais pour moi, la révolution, ça veut dire ça. La révolution pour moi, c'est atteindre cette perspective utopique, pas pour y rester forcément, mais pour pouvoir s'appuyer dessus, pour construire, ou même pas construire un autre monde, mais juste pour pouvoir juste réparer ce qui est cassé, ce qui est douloureux, et pour retrouver une espèce de cohérence, du souffle, une respiration. Et que ce sentiment de quelque part d'être dépossédé du monde, ce sentiment d'avoir été comme dépossédé de mon rapport au monde, sentiment quelque part qu'il y a une espèce de mensonge, mais c'est un mensonge qui n'est pas conscientisé, c'est une espèce de sentiment quelque part que le monde est trop petit, un petit peu, voilà, de pouvoir défaire ça. Hein. Pour moi, cette perspective utopique, c'est ce que j'espère peut permettre de retrouver, comme je disais, de transformer ce sentiment de dépossession du monde
de transformer ça en effet une réappropriation, c'est-à-dire une présence aux choses, une présence au monde. Je me sens dépossédé de mon rapport au monde parce que je ne suis pas présent avec lui, je n'arrive pas à comprendre son langage, mais je pense que je n'arrive pas à comprendre son langage parce que on m'a appris un langage qui n'est pas celui que je ressens autour de moi. Et donc ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver ce langage du monde pour pouvoir traduire, pour pouvoir trouver un langage commun. Et pour pouvoir me mouvoir dans le monde de manière fluide. Et disons, non seulement de pouvoir se soustraire à la douleur, et prolonger la joie, mais aussi dans ce prolongement de la joie, de l'exaltation, de toutes ces émotions qu'on dit positives, de trouver quelque chose qui aille plus loin encore. Moi, je pense que la joie est juste une appréhension de quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus grand qui peut aller plus loin encore. On n'a pas encore découvert des affects qui sont plus puissants, plus intenses que la joie, que l'amour, parce qu'on n'a pas le langage pour pouvoir explorer plus en profondeur les liens qui nous arriment au monde, et que quand on a ce langage, alors on peut découvrir autre chose. Et ce qui me fait mal aujourd'hui, cette douleur que j'ai depuis longtemps, ce sentiment d'être dépossédé du monde, c'est aussi lié à ça, à ce sentiment que toute découverte est sans cesse obstruée par un langage qui refuse de voir son extériorité. Et la perspective utopique, c'est ça pour moi. C'est prendre soin du langage, l'apaiser, pour qu'il puisse enfin découvrir qu'il n'est pas seul. Et non pas se confronter, mais plutôt découvrir comme un jeu enfantin, nouveau et apaisé. L'ensemble des mondes c'est pas un ensemble d'ailleurs,
sais pas comment le dire. C'est des choses que je sais pas comment dire encore parce que je crois que, bah justement, faut le dire. Quelque chose qui se vit. Il y a vraiment ce truc-là un petit peu. J'ai l'impression que derrière ce travail qui est assez douloureux, il y a un moment où il y a cette transformation où quelque chose qui était vécu comme un obstacle devient en fait une source de joie. C'est un petit peu comme, voilà, comme si on bute contre un mur et en fait on voit que c'est une porte et qu'il suffisait d'ouvrir la porte. C'est ce truc-là, c'est ce moment-là. Et donc c'est ça que je cherche. Et pour moi, la perspective utopique, c'est celle-ci. Elle permet ça. La perspective utopique permet de transformer la violence en exaltation. Mais quand je dis ça, c'est pas pour... c'est pas très bon parce qu'il ne s'agit pas de... je pense qu'il n'y a pas le vocabulaire encore. J'ai pas le vocabulaire pour en parler correctement. Mais bon, voilà, perspective utopique. Et peut-être que le problème aussi, c'est que cette perspective utopique, je la pense comme étant une perspective vue de nulle part. Or ça, c'est précisément la perspective divine. Or, c'était pas très juste. Peut-être qu'il faut aussi une perspective topique, une perspective située. Parce que c'est la critique que fait Donna Haraway, justement, d'avoir cette perspective située. Sauf que ce que je pense, c'est que, en effet, la perspective utopique que je décris ici, elle est plutôt métatopique. C'est pas, en effet, parce que c'est vrai qu'en effet, c'est même pas une perspective, une perspective d'une part, c'est pas juste une perspective qui aurait un grand angle, parce que ça c'est une perspective lointaine, une perspective de recul. Mais une perspective utopique, c'est une perspective qui est de nulle part, donc même pas de l'extérieur, de nulle part vraiment. Donc une sorte d'anti-perspective, c'est une sorte de perspective qui s'annule elle-même. C'est comme si la perspective de nulle part, finalement, c'était celle qui consistait quelque part à passer d'un plan en 2 dimensions à un plan en 3 dimensions. Ça veut dire que du coup, on voit tout en même temps. C'est ça utopique. Donc la perspective utopique, c'est aussi quelque part une utopie du langage. Ça veut dire c'est aussi un dépassement du langage et de la manière qu'en IA on parle de régression linéaire, ça serait la fonction inverse de la régression linéaire. Moi je vois à peu près ça par exemple. Bon. En tout cas, ce que je peux peut-être dire alors, c'est que j'ai pas besoin de définir pour l'instant ce que c'est que cette perspective utopique, parce que ça pose un problème dans la définition même. Peut-être que c'est une définition plutôt mathématique qu'il faudrait prendre en compte. Ce que je pourrais dire, c'est que la perspective utopique est à la perspective topique ce que l'espace 3D est à l'espace 2D. Ou encore ce que un espace vectoriel est à sa régression linéaire. Ce qui est un peu plus technique. Et je suis pas tout à fait sûr de ce que je dis, mais voilà. En tout cas, je reste là-dessus. Je reste sur cette idée d'une perspective utopique qui est déjà qui pose un paradoxe en ces termes, hein, puisque on suppose une perspective qui ne serait pas située. Elle serait située depuis nulle part. Donc comment on peut avoir une perspective qui se situe depuis nulle part? Cela dit, c'est intéressant parce que c'est vraiment un trait artistique, puisque vraiment au sens où ça renvoie à la question de la perspective et de la position. Donc là, ici pour moi, c'est de dire comment on pense une perspective quelque part qui ne serait pas située. Et donc du coup, qui serait
supposément universelle, puisque si elle est... c'est une perspective du tout, quoi. Voilà. Enfin, jusqu'à... Il s'agit presque de sauver un peu l'universalisme. C'est un petit peu ça, ce que je fais ici. C'est sauver... peut-être de sauver Dieu, un petit peu. Parce que cette perspective utopique, peut-être que c'est aussi l'autre nom de Dieu. Si Dieu regarde depuis quelque part, il regarde depuis nulle part. Dieu est un cercle dont la circonférence est partout et le centre nulle part. Ça veut dire que voilà, la perspective utopique, ça ressemble pas mal à ça du coup. C'est un regard qui viendrait depuis nulle part. Ma proposition donc, c'est que cette perspective utopique, elle est en théorie en tout cas, ou virtuellement, modélisable. Elle est atteignable de cette manière, et peut-être même que si quelque part on la formalise et qu'on l'atteint, on peut peut-être penser même à un au-delà. Hein, il est possible quelque part que cette perspective utopique, elle soit inclue dans autre chose encore. Donc là, c'est quand même... là, ça devient ambitieux. Hein. Aller au-delà de la perspective utopique, c'est quand même ambitieux. Bon, je laisse là, j'ai fini ici. Ça fait 3 heures que je parle. Et je finis donc sur ces mots. Et je vous remercie d'avoir écouté ça peut-être jusqu'au bout. Je vais essayer d'en faire une retranscription. J'espère que ça va marcher parce que sinon ça m'ennuie de... Mais bon, c'est pas grave, au moins je suis allé jusqu'au bout. Et voilà, donc je finis sur ces mots. Perspective utopique.